Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer avec le cours de biodiversité. Alors, si vous vous rappelez, on avait vu la notion d'espèce et on avait vu également, donc on a pu définir l'espèce. Maintenant, on se demande combien d'espèces existent dans le monde. Alors, c'est une question. Pour y répondre, il faut avoir clair deux notions. Environ 18 000 nouvelles espèces sont décrites chaque année par les scientifiques. Imaginez que le monde, la biodiversité actuelle, la biodiversité de la Terre n'est pas totalement connue. Chaque jour, chaque année, il y a donc les scientifiques qui travaillent sur des groupes bien déterminés. Au fil des temps, ils ont donc la possibilité de découvrir des espèces non décrites auparavant, ce qu'on appelle des espèces nouvelles pour la science. Ce qui fait que chaque année, il y a des espèces qui sont décrites et ce nombre d'espèces décrites est de l'ordre à peu près de 18 000 espèces par année. Alors, mais il y avait surtout des sources d'erreurs. C'est quoi ces sources d'erreurs? Ce qu'on appelle, il y a deux notions, c'est la notion d'homonymie et la notion de synonymie. Qu'est-ce que ça veut dire la notion d'homonymie? C'est un nom donné, le même nom est donné à deux espèces différentes. Par exemple, moi je travaille au Maroc je travaille sur les coléoptères. Il y a un autre chercheur qui travaille sur les coléoptères, par exemple en Espagne. Moi j'ai trouvé une espèce que j'ai nommée par exemple Hydraena marocana. Le même scientifique a trouvé la même espèce en Espagne et il l'a nommée Hydraena allomorpha. Donc dans ce cas, en révisant les deux spécimens, les deux espèces, il s'est avéré que les deux espèces sont la même. Donc on a donné le même nom, ou les deux noms différents à la même espèce. Donc Hydraena marocana, Hydraena allomorpha sont la même espèce. Dans ce cas, celui qui a décrit l'espèce, il l'a publié, il va prendre le nom, il va garder le nom. Dans ce cas, l'espagnol qui est Hydraena marocana, Hydraena allomorpha et Hydraena marocana, il va tomber en synonymie avec celle-ci. Alors, un autre exemple, c'est que si par exemple Hydraena marocana et Hydraena allomorpha sont deux espèces différentes et on les a nommées la même chose, donc on croyait qu'au Maroc Hydraena marocana et en Espagne c'est Hydraena aussi marocana, mais pourtant ce sont deux espèces différentes. Dans ce cas, il faut donc nommer l'espèce espagnole avec Hydraena hispanica par exemple. D'accord? Donc la synonymie, c'est lorsqu'on donne deux noms différents à la même espèce, et ceci se passait beaucoup avant la médiatisation, avant l'ère de l'internet, etc. Parce qu'on travaillait avec des lettres, avec des courriers, on n'avait pas ce contact immédiat pour pouvoir consulter avec les spécialistes. Voilà monsieur, j'ai trouvé une espèce qui est différente, que je crois qu'il s'agit d'une espèce nouvelle, avec telle et telle caractéristique. Alors le spécialiste va te répondre, non madame, c'est la même espèce que X. D'accord? Ah là oui madame, effectivement c'est une espèce nouvelle. Dans ce cas, on évite de tomber dans ce consus, d'homonymie et de synonymie. Alors, donc là par exemple, on a la classification du lion. Donc le lion, avant, maintenant il est appelé Panthera leo, et avant il a été décrit, il était nommé Felis leo. Donc Felis leo est tombé en synonymie avec Panthera leo. D'accord? Alors, lorsque vous voyez donc Linnaeus, lorsqu'il a nommé la première fois le lion, il lui a donné le nom Felis leo. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on nomme pour la première fois une espèce, on met à côté le nombre d'auteur, l'autorité, avec l'année de description.
Mais lorsque ce nom est tombé en synonymie, effectivement, ils se sont rendus compte que le lion, il ne fait pas partie du genre Felis, mais du genre Panthera. Donc, cette révision a fait que ce Felis leo est tombé en synonymie avec Panthera leo. Et dans ce cas, le nom de l'auteur est devenu entre parenthèses. Donc, la différence entre une espèce avec le nom de l'auteur sans parenthèse et une espèce avec le nom de l'auteur avec parenthèse, ça veut dire que s'il est sans parenthèse, ça veut dire qu'il n'a pas changé de statut taxonomique depuis sa description. Si le nom de l'espèce est accompagné avec l'autorité entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a eu un changement de niveau taxonomique, que ce soit un changement au niveau spécifique ou là, au niveau du genre, parfois même au niveau de la famille. Donc la même chose, Macaca sylvana, donc avant il s'appelait Macaca sylvana. Donc Linnaeus, normalement, il devrait être ici sans parenthèse, mais après, ils lui ont changé, il est devenu Macaca sylvanus. Dans ce cas, Linnaeus est devenu entre parenthèses. D'accord? Alors, le nombre d'espèces existants, donc là, vous avez les principaux, si vous voulez, groupes, et le niveau de connaissance, alors l'état de connaissance. Donc, selon le Primac en 2006, donc, par exemple, si on va commencer par les niveaux les mieux connus, c'est-à-dire avec un état de connaissance good, good sont les vertébrés. Les vertébrés, puisqu'il s'agit donc de grands organismes, ils sont donc leur statut taxonomique, leur biodiversité est mieux connue. Par contre, les mollusques qui sont modérés, les champignons modérés, les arachnides modérés, les plantes ils sont good, donc bien connus. Et les peu étudiés, avec un état de connaissance très pauvre, very poor, ce sont les virus, qu'on est en train de découvrir actuellement. Vous avez l'exemple de ce Covid-19, les bactéries, les nématodes sont pauvres, mais pas très pauvres. Et aussi les protozoaires, c'est-à-dire les organismes unicellulaires, et les algues également. Il reste donc beaucoup d'espèces à décrire. Alors là, également donc la même chose avec donc les mêmes groupes. On estime qu'il y a actuellement 1,8 million d'espèces décrites. Toutefois, les chercheurs ils estiment que sur notre planète Terre, il devrait y avoir au moins 13,6 millions d'espèces à découvrir. Donc il reste au moins 13,6 millions d'espèces à découvrir, c'est-à-dire qu'on ne connaît rien de notre biodiversité. Alors les nouvelles espèces, généralement, dernièrement, ils sont, à part donc les caractères morphologiques et le caractère de génitalien, ils sont décrits à partir donc de l'étude de la biologie moléculaire, à partir de leurs gènes. D'accord? Donc ceci, il a bouleversé la taxonomie, même des espèces qu'on croyait avant qu'il s'agit de la même espèce, mais lorsqu'on a fait la séquenciation génétique, il s'est avéré qu'il s'agit d'espèces différentes. Donc ceci a fait augmenter le nombre d'espèces. Alors, qui fait qu'on a une espèce, quels sont les paramètres, les conditions qui sont responsables de la spéciation, c'est-à-dire de la création, de la naissance de nouvelles espèces. La spéciation, c'est la base de la diversité. Pourquoi on a dit qu'au niveau de la région tropicale, on a plus d'espèces que dans les régions tempérées? Parce que c'est au niveau de ces régions, il y a eu beaucoup de spéciation, il y a eu beaucoup de naissances d'espèces différentes. Donc il y a deux phénomènes qui nous engendrent donc la spéciation. Il y a le phénomène d'anagénèse et de cladogénèse. Alors l'anagénèse, c'est une espèce A, elle évolue selon des conditions climatiques, environnementales, des conditions, elle évolue une autre espèce B, et B, elle va évoluer au fil du temps une autre troisième espèce C, et C, il va évoluer aussi une espèce D. Alors la cladogénèse, on a une espèce A, à partir de laquelle une deuxième espèce va se scinder, avec des caractères différents, en engendrant une deuxième espèce B. À partir de l'espèce B, on aura une troisième espèce qui va se scinder et dévier génétiquement. Il sera donc l'espèce C. L'espèce C,
à partir de laquelle une quatrième espèce il va se scinder et diviser génétiquement et donner donc une espèce D. Donc ça c'est la différence entre anagénèse et cladogénèse. Anagénèse c'est l'évolution d'une espèce en d'autres et cladogénèse c'est à partir de l'espèce A on a la naissance d'une autre, mais A il persiste, d'accord? A il persiste à partir de laquelle on aura une deuxième espèce qui apparaît B, une troisième espèce qui apparaît C, une quatrième espèce qui apparaît D. Donc là, vous avez un exemple clair de ces oiseaux. Comment cet oiseau, avec les couleurs donc du bleu, jaune et ce vert, a pu évoluer et donner une deuxième espèce qui y est un peu proche, mais dont les caractéristiques sont un peu différentes avec l'apparition de cette couleur rouge, le changement de la couleur de la tête et d'une partie des ailes. Pourtant, en cladogénèse, donc A, elle persiste et celle-là, il va y avoir une déviation, il va se scinder pour donner donc cette espèce, cette nouvelle espèce. Alors, quelles sont donc les conditions? Premièrement, l'arrêt des échanges génétiques. Donc, l'arrêt des échanges génétiques entre les populations permet donc une authentification et un peu donc les gènes se séparent. Et ceci va créer donc des barrières de reproduction qui va engendrer donc des espèces nouvelles. L'évolution des mécanismes d'isolement reproductif. Donc il y a des conditions, soit un obstacle géographique, soit il y a un obstacle, les populations ne se reproduisent pas ensemble, donc il y a un isolement. Ceci pose ce qu'on appelle l'arrêt des échanges génétiques. Donc accumulation de ces différences génétiques va s'engendrer, se différencier en comportement, des variations comportementales et morphologiques. On aura donc des espèces avec des caractéristiques morphologiques différentes. Donc ceci, c'est un peu ce qu'on appelle la dérive génétique, des mutations nouvelles qui vont y avoir lieu, sélection naturelle différenciée. Donc tout ça, ce sont des termes génétiques qui expliquent la naissance d'espèces nouvelles avec des caractéristiques génétiques différentes, morphologiques différentes. Donc là, on va voir un exemple simple d'une espèce A qui va se disperser. Cette espèce A, elle va évoluer et devient avec le temps l'espèce B, phénomène d'anagénèse. Donc cette espèce B va se différencier, elle va évoluer et donner l'espèce C. C, elle va se disperser, probablement il va se rencontrer avec B et C, ils vont cohabiter ensemble. D'accord, donc C, il va évoluer en D. Là, C et D, ils vont également cohabiter ensemble. D, il va se disperser et cohabiter avec C, B et ainsi de suite. D'accord? Donc, la production de plusieurs espèces à partir d'une seule espèce mère en relativement peu de temps grâce à de multiples épisodes de spéciation. Donc, vous voyez donc cet exemple schématique. Alors, comme on a vu, il y a donc ce qu'on appelle deux types de spéciation, allopatrique et sympatrique. Alors, quelle est la différence? Voyez là, sur cette parcelle de forêt, peuplée par une seule espèce d'arbre, qui est l'espèce A. D'accord? Alors, cette parcelle de forêt, il a subi donc une fragmentation, une barrière, il s'est scindé en deux parcelles. Alors, dans ce cas, les conditions environnementales qui ont changé, cet obstacle, les deux populations vont perdre le contact entre elles. Donc, une espèce, une lignée, il va se transformer en espèce B, donc par phénomène d'anagénèse. D'accord? Donc, l'entrave au flux génétique entre la population mère et la population scissionnée, c'est une barrière géographique. D'accord? Chacune évalue séparément. Dérive génétique, sélection naturelle et mutation. Avec le temps, elles seront deux nouvelles espèces. Alors là, une espèce ou une nouvelle, ça dépend. La plus importante mode de spéciation chez les animaux. Les animaux, c'est surtout les basses altitudes, les hautes altitudes, séparées par des chaînes montagneuses qui n'arrivent pas à
en passé, le désert, maintenant certains organismes, certains animaux ne peuvent pas traverser le désert. Ceci donc cause donc cet arrêt de reproduction, arrêt d'échange génétique, et au fil des temps, moi je ne parle pas des années, notre âge, ces années, des centaines et des milliers d'années, on aura naissance donc de deux nouvelles espèces. Et la spéciation sympatrique, même si l'exemple ici est pris également par les plantes ou les kin, ça c'est l'exemple le plus fameux chez les animaux. Donc sympatrique, si on a sur la même parcelle une population, elle va naître, une nouvelle espèce va naître à l'intérieur de la même, à l'intérieur de l'espèce mère. Et ça, c'est un exemple qui est le plus connu chez les végétaux. Alors, l'entrave au flux génétique entre la population mère et la population scissioniste est un isolement reproducteur, par coïncidence. Les pieds ils ne vont pas se reproduire avec le reste des pieds de la population. Un changement génétique soudain, si vous voulez, par hasard, isole sexuellement une sous-population de la population mère. Donc, de la population, elle va s'isoler sexuellement. En très peu de temps, voire une seule génération, une nouvelle espèce peut apparaître. Le plus important mode de spéciation chez les végétaux, là où les nouvelles espèces naissent sur le même territoire que celui de la population mère. Donc là, en schématisant, allopatrique, c'est-à-dire il les aires de répartition allopatriques, sauf l'écologie, qui connaît les aires de répartition des espèces chevauchent. D'accord? Donc là, on a une espèce A, il va donc essayer scinder et évoluer en espèce jusqu'à ce qu'il donne donc une espèce B, d'accord? Et les deux aires de répartition, ils chevauchent à ce niveau. Une spéciation péripatrique, donc on a un effet fondateur, donc on a de la population, un îlot, un petit membre, un petit nombre de spécimens, ils vont s'isoler de la population mère et donner une deuxième espèce qui va donc avoir une petite aire d'allopatrie avec la population mère. Dans ce cas, on ne va pas parler d'allopatrie, on va parler de péripatrique. D'accord? Et le parapatrique, le parapatrique, donc on a une population mère. Celle-ci va donner donc deux espèces totalement différentes, lesquelles elles vont donc occuper cet espace. Et le petit R de chevauchement, c'est le parapatrique. Et sympatrique, c'est-à-dire les deux espèces cohabitent en même temps. Les deux espèces, l'espèce là nouvellement différenciée et l'espèce mère cohabitent en même temps. D'accord? Et merci pour votre attention.